Je suis actuellement en Slovénie pour tester le nouveau Ford Explorer 100% électrique, la nouvelle voiture électrique concurrente du Tesla Model Y puisqu'elle est au même prix et elle a un tout petit peu plus d'autonomie. On va découvrir tout ça ensemble. Allez, venez avec moi. Alors voilà, vous pouvez découvrir ce Ford Explorer 100% électrique. Et pour info, il est basé sur la plateforme Volkswagen MEB, celle qui équipe notamment l'ID4. Alors d'extérieur comme ça se voit vraiment pas. On dirait que c'est deux voitures totalement différentes. Vous allez voir après à l'intérieur, on retrouve certains éléments et surtout d'un point de vue technique, c'est les mêmes batteries, c'est les mêmes moteurs, bref, c'est la même plateforme d'un point de vue technologique. Mais si on commence un peu par le design, on voit ici cette teinte bleue que je trouve assez bien réussie. Je préfère le gris quand même, on l'a vu sur les essais, le gris est très sympa. Mais ce bleu, vraiment, les passants se retournent, ils regardent un petit peu, forcément c'est une teinte qu'on n'a pas trop l'habitude de voir. Et je trouve le design du Ford Explorer assez réussi. On est sur un SUV de segment C, il fait 4,40 m de long, donc c'est quand même beaucoup plus compact qu'une Tesla Model Y. On est sur l'équivalent d'un Renault Scénic ou d'un Volvo EX30 par exemple. En largeur, on est autour de 1,90 m, 2 m et en empattement 2,70 m, donc ce qui laisse présager assez de place à l'intérieur, que ce soit aux places avant mais aussi aux places arrière. Ford Explorer, c'est une voiture connue depuis des dizaines d'années aux États-Unis, un petit peu moins en Europe, mais ici cette version 100% électrique est uniquement destinée à l'Europe, c'est pour ça qu'elle est sur une base Volkswagen. Et en fait, on peut voir qu'à l'arrière, ça n'a plus rien à voir avec le Ford Explorer en version thermique. Moi, je pense que ici, c'est la vue que je préfère. Ça a un petit côté vraiment américain et ça change des productions qu'on a l'habitude de voir en Europe. Moi, j'aime beaucoup. J'adore le logo du modèle Explorer écrit en toutes lettres avec le petit logo Ford en dessous et surtout la ligne de toit qui vient un peu descendre, ça fait un peu SUV coupé mais pas trop non plus. Avec ce petit spoiler du plus bel effet, franchement j'adore vraiment cet arrière. Bon, et cet avant est quand même assez massif. On a une jolie calandre qui est pleine, forcément il y a beaucoup moins besoin de refroidissement pour un moteur électrique. Il y a quand même ici un radiateur avec le radar pour la conduite semi-autonome et les capteurs ultrasons pour notamment les manœuvres de parking. Mais ici, là, on a une belle calandre, encore une fois le logo Explorer et les phares de jour à LED qui apportent cette petite signature lumineuse qui est toujours sympa. Par contre, on n'a pas d'énormes signatures lumineuses comme on peut retrouver sur d'autres productions, notamment le Xpeng G6 qu'on a récemment essayé. C'est peut-être dommage, ça aurait pu apporter une petite touche supplémentaire de personnalisation à la voiture. Et alors, je sais pas vous, mais moi, de côté comme ça, je vois clairement un Volvo X30. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Et en tout cas, pour info, on a la version la plus haut de gamme avec la finition la plus chère. Allez, maintenant, on va voir à l'intérieur ce que ça vaut. Suivez-moi. Alors, à l'intérieur, je prends place du côté conducteur. Clairement, on a une position de conduite typée SUV. Là, on a l'option avec les sièges en cuir qui sont plutôt pas mal. Ce que j'adore, c'est qu'on a un écran de combiné d'instrumentation derrière le volant, un affichage tête haute et ici, le grand écran d'infotainment en position verticale. Ensuite, là, on a deux emplacements pour ranger les smartphones avec la recharge sans fil, très pratique. Et surtout, ce que j'adore ici, c'est qu'on a une énorme, mais vraiment énorme console centrale où je peux tout retirer, tout est modulaire et à l'intérieur, on peut faire tenir un ordinateur portable de 15 pouces à peu près sans problème. Et surtout, on peut moduler, c'est-à-dire que si j'ai pas envie d'avoir les porte-gobelets parce que je bois pas de gobelet, et je le mets en dessous et en dessous, ça peut me faire un petit rangement supplémentaire, toujours bon à prendre. Du côté des matériaux, ça respire pas la grande qualité, on est sur une voiture milieu de gamme avec des plastiques assez durs. J'aime bien puisqu'on a une grande barre de son BO à l'avant, le son est plutôt bon, c'est en option attention. De base, il y a trop de basse, il faut faire quelques réglages, mais bon, ça c'est plutôt personnel. Sinon, c'est assez agréable, c'est un peu austère, c'est typé Ford, c'est un peu typé entre l'Allemagne et les États-Unis clairement. Voilà, franchement c'est cool. Ce qui amusera sûrement le plus la galerie dans cette voiture, c'est l'écran d'infotainment qui peut se mettre totalement à la verticale ou légèrement en biais. Alors moi je le préfère en biais pour conduire, mais il est possible aussi de le mettre à la verticale. On a les infos peut-être un peu plus dans le champ de vision, c'est un peu moins naturel, mais surtout ça fait apparaître un petit rangement dans lequel on peut mettre son portefeuille, ses lunettes et à l'arrêt, pof, on vient refermer le tout et franchement, faut éclater l'écran pour accéder à ce rangement, donc c'est plutôt safe en cas de vol par exemple. Aux places arrière, franchement, on a vraiment de la place. Je fais 1,84 m, j'ai de la place aux genoux, j'ai de la place pour mettre les pieds sous les sièges avant. Alors surtout si les sièges avant sont relevés, c'est encore mieux. Par exemple, en conducteur, j'ai mis le siège à mon réglage. J'aime bien conduire un peu élevé. Je peux carrément mettre mes pieds. Là, je peux aussi mettre mes pieds un petit peu moins. C'est assez confortable. J'ai de l'espace au toit, surtout là avec le toit panoramique. Alors attention sur les côtés, si on est encore plus grand que moi, ça peut un peu toucher. Mais franchement, c'est très bien pour faire de la longue distance.
En revanche, je ne vais pas dire la même chose de la place centrale. Elle est vraiment très dure. On ne met pas 3 adultes à l'arrière pour faire 500 km clairement. Mais au moins, le plancher est totalement plat. Donc la place du milieu, ok, on aura peut-être un peu mal au dos, mais au moins, on pourra mettre ses pieds sans avoir le tunnel de transmission. Et ça, c'est vraiment bien dans les voitures électriques, c'est que la plupart des voitures électriques ont un plancher totalement plat. Donc finalement, on sera plus à l'aise à deux, surtout qu'on peut mettre un bel accoudoir central avec 2 portes gobelets. On a 2 prises USB-C au milieu, toujours pratique. Et surtout, j'adore, la trappe à ski, la fameuse, qui permet soit de mettre des skis comme son nom l'indique, ou d'avoir accès directement au coffre. Très pratique. Et en parlant du coffre, c'est pas le plus grand de sa catégorie, on a 450 litres jusqu'à la plage arrière, et si on enlève cette fameuse plage arrière, on a jusqu'à 530 litres jusqu'au plafond. Alors c'est moins bien par exemple qu'un Tesla Model Y, mais c'est dans la moyenne du segment. On a bien sûr la petite trappe en dessous pour venir ranger les câbles, et malheureusement, à mon grand regret, comme chez toutes les Volkswagen, il n'y a pas de frunk, c'est-à-dire le fameux coffre à l'avant. À la place, c'est le moteur, et c'est dommage, puisque ça permet de rajouter facilement entre 50 et 100 litres sur les voitures qui en sont équipées. Pour la recharge, c'est exactement comme chez Volkswagen, c'est-à-dire entre 135 et 185 kW de puissance maximale selon la taille de la batterie, ce qui se traduit dans les faits par un 10 à 80% réalisé en 26 minutes. Encore une fois, c'est bien, c'est dans la moyenne, dans la bonne moyenne du segment, mais certains font mieux comme Tesla avec sa Model Y en batterie BYD qui fait le même exercice en 20 minutes, ou la Xpeng G6. Mais attention, puisque par exemple la Model Y avec la grosse batterie met 25 minutes, soit le même temps que ici. C'est quand même mieux que le Scénic et c'est comme le Volvo X30. Et pour la consommation, c'est une bonne surprise puisque Ford annonce 13,8 kWh pour parcourir 100 km. C'est beaucoup moins que la Tesla. La Model Y, c'est plutôt 14,9 kWh avec la nouvelle version assez économe en énergie, ce qui se traduit dans les faits par une autonomie légèrement supérieure. Là, c'est 602 au lieu de 600 km chez Tesla. Ici, lors de l'essai, on a consommé environ 20 kWh au 100 km, mais c'est normal puisqu'on est dans une région montagneuse. On a joué un petit peu avec la voiture, surtout qu'on a la version transmission intégrale qui théoriquement est plutôt autour de 15 kWh au 100 km. Donc je pense que c'est atteignable cette valeur dans certaines circonstances, c'est-à-dire si vous n'êtes pas sur l'autoroute ou sur voie rapide. Mais en tout cas, c'est une bonne surprise puisqu'elle consomme moins que ses concurrentes chez Volkswagen et moins que la Tesla Model Y. Donc franchement, sur le papier, c'est une très bonne surprise. Je vous fais un rapide tour de l'infotainment qui est différent par rapport au Volkswagen. Je trouve peut-être un peu mieux fait, je sais pas, c'est une histoire de goût, mais il y a quelques petits trucs qui me chagrinent, vous allez vite comprendre. Donc par exemple là il y a le GPS que je peux mettre en plein écran, bon ok très bien. Par contre je trouve que ça manque un petit peu d'ergonomie sur les raccourcis. Donc là on a en haut un petit menu qu'on peut tirer avec quelques raccourcis mais pas trop, et surtout on a ce menu ici là, où là on a plusieurs raccourcis qui sont un peu plus intéressants, et notamment les aides à la conduite, puisque à chaque fois que vous allez allumer votre voiture, il y aura le speed warning, donc c'est l'avertisseur de survitesse qui va biper dès que vous allez dépasser un petit peu la limite. C'est une réglementation européenne, c'est obligé, et voilà, si vous voulez un peu le modifier, c'est ici que ça se passe. Mais ensuite, je trouve que tout à l'heure, j'ai passé au moins un quart d'heure à chercher comment régler le volume, l'égaliseur du système sonore. Je trouvais qu'il y avait un peu trop de basse. J'ai vraiment galéré. Heureusement, il y a Apple CarPlay et Android Auto si vous avez un téléphone sous Android, et vous allez voir, c'est une expérience assez folle, je trouve, puisque comme Ford le souligne, c'est le plus grand écran sur lequel on peut projeter Android Auto et Apple CarPlay, puisque vous voyez, ça prend l'intégralité de l'écran. C'est la première fois que je vois ça. Et du coup, regardez, c'est vraiment très pratique, je trouve. Et voilà, je trouve, moi, si j'ai cette voiture, je mettrai tout le temps Apple CarPlay ou Android Auto pour éviter d'être, voilà, vous voyez, il y a un petit changement, là, ça paraît un petit peu plus vieillot. C'est ok, hein, c'est fonctionnel, mais bon, je trouve que voilà, c'est pas non plus totalement fluide en plus. Ça aurait pu être mieux, par exemple, chez Renault, on a Android Automotive et je trouve que c'est parfait. Si un constructeur automobile ne sait pas faire un OS digne de ce nom, pour moi, il faut aller le prendre chez Google, point barre, et ça ira à tout le monde. On a le Play Store, on peut télécharger des applis. Alors que là, bon, on est un peu bloqué. Oui, il y a des mises à jour logicielles qui interviendront, qui pourront peut-être ajouter des applis, mais ça sera au bon vouloir de Ford. La voiture est équipée d'un planificateur d'itinéraire, c'est-à-dire que là, par exemple, on est en Slovénie à côté de Ljubljana, on lui a dit qu'on voulait aller à Paris, eh bien, il nous calcule l'itinéraire comme un GPS classique, mais surtout, il nous ajoute les arrêts de recharge nécessaires pour atteindre notre destination. Et si on zoome un peu sur la carte, on voit qu'il va falloir s'arrêter 30 minutes à une station Ionity dans 5h19 à peu près. Alors, c'est pas le premier arrêt, il y en aura un autre ou deux avant, mais en tout cas, c'est assez pratique. Ça fonctionne comme chez Volkswagen, c'est-à-dire que si je vais dans les réglages, je peux lui indiquer avec combien d'autonomie restante je veux arriver à destination et dans chaque étape de recharge, ce qui permet d'optimiser au mieux les temps de recharge pour soit les raccourcir ou soit les rallonger si vous avez envie de dîner ou déjeuner par exemple en même temps que la voiture se recharge.
À l'intérieur, on ressent clairement la filiation avec la Volkswagen ID.4 puisqu'elle partage de nombreux éléments et notamment derrière le volant, j'ai le combiné d'instrumentation, le petit écran, c'est le même. Les commandos pour passer les vitesses pour marche avant, marche arrière, etc. c'est le même. Pareil pour les commandes des phares, pour régler les feux, c'est exactement la même chose. Du coup, forcément, on retrouve à peu près les mêmes sensations. C'est-à-dire qu'on a une voiture qui est confortable sans plus, c'est bien, c'est dans la moyenne. Elle est assez vive, ici on l'a en version 4 roues motrices, donc elle est quand même assez puissante. Clairement, vous avez assez de puissance, il n'y a aucun souci. Je pense que la version propulsion avec un seul moteur, elle suffit aussi. Et en plus, elle consomme moins d'énergie. C'est elle qui permet d'aller à 602 km d'autonomie. Et en ville, elle est assez agréable à conduire puisqu'elle a un rayon de braquage qui est assez court. C'est le même quasiment que sur la Volkswagen ID.4. Donc c'est très agréable pour se faufiler en ville, pour se garer. Il n'y a aucun souci. Ça a beau être un gros SUV, encore elle n'est pas si gros que ça, il y en a qui sont vraiment plus gros. Mais ça reste assez maniable, donc ça c'est assez agréable. Et dans l'habitacle, il y a quelque chose d'assez sympa. C'est ce grand écran qui était devant la caméra et que je viens de faire coulisser un peu plus bas pour cacher un rangement. On peut y ranger ses affaires, des passeports, etc. pour éviter que les voleurs puissent le voir lorsque c'est à l'arrêt. Mais surtout, ça permet à l'écran d'être en position un peu plus haute lorsqu'on conduit pour essayer de l'avoir un petit peu plus dans la vision, puisque c'est totalement différent par rapport à une Volkswagen ID.4. L'écran ici est au format vertical et il n'est pas posé en plein milieu de la planche de bord. Alors moi, je préfère, je trouve que l'intégration est mieux réussie. C'est plus sympa visuellement. En revanche, on voit un petit peu moins les informations, elles sont un peu moins devant soi. C'est pour ça qu'il est possible de le mettre en position haute où c'est un petit peu mieux, un petit peu plus visible. Et bien sûr, pour éviter d'avoir tout le temps à tourner le regard lorsqu'on conduit, il y a en option l'affichage tête haute que j'apprécie beaucoup. Franchement, c'est le même que chez Volkswagen. Donc ça projette une image un petit peu plus loin que le volant sur le pare-brise et vous avez la limite de vitesse, votre vitesse actuelle. Si vous avez le GPS, ça vous indique le prochain virage à prendre par exemple. Et il y a également l'affichage des aides à la conduite lorsqu'on est en conduite semi-autonome. Donc moi j'apprécie beaucoup ça et surtout c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas chez Tesla, ils ne veulent pas le faire. Et alors que là, voilà, sur cette Ford Explorer, on a cet affichage tête haute en option selon les finitions. J'aime beaucoup. Comme la plupart des nouvelles voitures et voitures électriques, ce Ford Explorer a bien sûr la conduite semi-autonome. Donc c'est la même qu'on retrouve sur les Volkswagen ID.4 et le reste de la gamme, avec un régulateur adaptatif, c'est-à-dire qu'il va s'adapter à la distance avec la voiture qui nous précède pour ne pas la coller de trop. Donc elle va freiner, accélérer et surtout il y a le maintien dans le centre de la voie, c'est-à-dire que je lâche les mains du volant et la voiture va me centrer au milieu de la voie. Et elle va aussi prendre les courbes. Donc là on l'essaye en plus en situation un peu dégradée puisqu'on est sur une petite route de campagne. Et là vous voyez, elle prend un virage et je ne tiens pas du tout le volant et je n'ai pas les pieds sur les pédales. Donc normalement c'est plutôt un dispositif à utiliser sur l'autoroute ou sur voie rapide avec des lignes bien délimitées. Ici on n'a même pas de ligne sur les côtés, on a juste la ligne au milieu. Donc vous voyez là elle hésite un peu. Bon, j'ai dû reprendre le volant mais ce qui est normal, on est vraiment sur une grosse épingle qui est limitée à 90, mais là on passe à 40 tout juste. Donc c'est quand même assez bien et encore une fois c'est utilisé sur voie rapide et sur autoroute. C'est ce qu'on retrouve chez Volkswagen et ça marche vraiment bien je trouve. Et ce que j'aime bien avec cette conduite semi-autonome de Volkswagen, c'est qu'il est possible de corriger un peu la trajectoire. Imaginez vous êtes suivi par un motard, vous voulez laisser passer, ou une ambulance, et bien vous déportez un petit peu sur la droite, sur le bas-côté, et l'assistance ne va pas se désactiver, elle va juste comprendre que vous voulez laisser quelqu'un et dès que vous relâchez le volant, elle va revenir au milieu de la voie et ça c'est très pratique. Mais comme de nombreux systèmes d'aide à la conduite sur les voitures, il y a un gros problème, c'est que si jamais vous arrivez trop vite dans un virage, la voiture va freiner en effet, mais si elle considère qu'elle va encore trop vite, elle vous laisse le volant, c'est-à-dire que c'est à vous de tourner le volant. Ça c'est plus ou moins à cause d'une réglementation européenne qui impose une limite dans la force du volant que peut appliquer la voiture elle-même, donc c'est à vous de reprendre le volant avec votre force. Mais je trouve que c'est totalement débile puisque c'est vraiment risqué, ça peut amener à l'accident. Et à l'inverse, Tesla ne fait pas ça. C'est-à-dire qu'une Tesla, si vous arrivez trop vite dans un virage, elle va biper de partout, elle va piler le plus possible qu'elle peut et elle va prendre le virage peut-être à 20 km/h ou 30 km/h, mais au moins elle va le prendre, elle va pas juste vous redonner le volant en mode là je peux plus rien faire, prenez le volant. Surtout qu'ici, elle bipe pas vraiment,
en fait, on sent juste que le volant nous échappe des mains et que la voiture va tout droit, donc on reprend rapidement. C'est pour ça qu'il faut l'utiliser sur autoroute ou sur voie rapide, que là, c'est pas vraiment fait pour. On est sur des petites routes de campagne. Mais bon, il pourrait quand même mettre des petits avertissements, quoi. Comme sur toute bonne voiture qui se respecte, on a bien sûr les aides au stationnement avec une belle caméra de recul et surtout la caméra à 360 degrés qui permet d'éviter d'abîmer sa voiture lorsqu'on se gare. C'est très pratique. Petit bémol, la qualité de la vidéo sur l'écran est pas dingue et surtout c'est petit puisque l'écran est vertical et en fait c'est là où ça pêche un peu. On aurait préféré un écran horizontal avec une meilleure qualité de la caméra pour avoir une image immense, un peu comme ce que fait par exemple Tesla. Sur le confort, en effet, elle est assez moelleuse mais pas trop non plus, et notamment sur les routes dégradées, on sent qu'elle est quand même un petit peu dure, et notamment quand vous passez sur les dodanes ou sur les routes où il y a des petits trous, bon, on sent les aspérités de la route. Elle aurait pu mieux faire de ce côté-là. Comme sur de nombreuses voitures électriques, il est possible de régler l'intensité du freinage régénératif, c'est-à-dire lorsque vous lâchez la pédale d'accélérateur, la voiture va freiner et même allumer les feux stop derrière sans que vous ayez à appuyer sur la pédale de frein. Ici, il n'y a que deux modes, comme chez Volkswagen, le mode classique un petit peu roue libre et le mode break qui va ajouter du freinage régénératif. Malheureusement, il n'y a pas la conduite à une pédale qu'on adore pourtant et qui est dispo chez de nombreuses marques, y compris Tesla, qui permet d'amener la voiture jusqu'à l'arrêt, par exemple à un stop, sans toucher du tout à la pédale de frein. Ici, en gros, ça va ralentir la voiture jusqu'à 5-6 km/h. Elle va ensuite, ce qu'on appelle ramper, rouler à très faible allure, et il faudra enfoncer la pédale de frein pour arrêter totalement la voiture. Alors peut-être que je pinaille un peu, mais personnellement, j'aime bien cette fonction et ils auraient pu la proposer et en tout cas permettre de l'activer ou la désactiver par exemple. Ce Ford Explorer est disponible avec 3 motorisations, exactement comme chez Volkswagen, un moteur de 286 chevaux et 2 moteurs avec au total 340 chevaux. Ce qui se traduit dans les faits par un 0 à 100 réalisé en environ 9 secondes, 6,4 secondes et 5,3 secondes. Mais attention, ce n'est pas la seule différence puisque le rayon de braquage évolue également. On a 1 mètre de plus, c'est-à-dire qu'on passe de 10,2 à 11,3 mètres à peu près lorsqu'on passe d'un seul moteur à 2 moteurs, ce qui se traduit dans les faits par des manœuvres un peu plus délicates à réaliser puisque la voiture prend plus de place pour faire demi-tour. Donc à garder en tête lors de l'achat. Et petite info supplémentaire, le moteur de 286 chevaux, c'est le fameux AP550 de chez Volkswagen qui a d'abord été intégré à la Volkswagen ID.7 et son grand secret c'est en effet qu'il est puissant, mais surtout qu'il est économe en énergie. C'est le plus économe des trois. Il est plus économe que le moteur le moins puissant de 170 chevaux. Et j'imagine que vous avez envie de savoir combien d'autonomie cette voiture a. Et bien ici, en version grande batterie de 77 kWh, on atteint quand même les 602 km d'autonomie WLTP, la fameuse homologation européenne. À titre de comparaison, la Tesla Model Y grande autonomie en version propulsion avec un seul moteur, alors que là il y en a deux, a 600 km d'autonomie avec à peu près la même batterie. Donc on voit bien que Ford ici réussit un exploit avec une consommation qui est assez maîtrisée. Et d'ailleurs, elle a plus d'autonomie que l'ID.4 sur laquelle elle est basée, alors qu'elles ont les mêmes batteries et les mêmes moteurs. Donc ça, c'est assez bien réussi. On imagine que c'est surtout la forme aérodynamique de la voiture qui est un peu mieux que chez Volkswagen. Et c'est dommage car Ford refuse pour le moment de nous donner le fameux coefficient aérodynamique pour pouvoir la comparer à l'ID.4 et à la Tesla Model Y en termes d'aérodynamisme justement. Ici, on a la version transmission intégrale avec 2 moteurs qui a la batterie encore plus grosse de 79 kWh, mais l'autonomie réduit un peu puisqu'elle consomme plus. On est autour de 560 km théorique. Et il y aura un modèle avec une batterie encore plus petite de 52 kWh qui là, on ne connaît pas encore son autonomie, mais on l'estime à un peu moins de 400 km. Là où c'est très intéressant, c'est sur le prix, puisque le Ford Explorer sera disponible à partir de 43 900 € avec la petite batterie de 52 kWh, mais je pense que ça ne sera pas celle la plus vendue. La plus vendue, ça sera la version avec 602 km d'autonomie et la grande batterie de 77 kWh, et celle-ci sera vendue 46 900 €, c'est-à-dire juste en dessous du bonus. Il sera possible de réduire de 4 à 7 000 € selon le bonus auquel vous avez droit. Et surtout, Ford a tout compris au nouveau fonctionnement du bonus, c'est que toutes les options et toutes les finitions donnent droit accès au bonus, même si la voiture va coûter 50 ou 52 000 € si vous prenez les jolies jantes, les sièges intérieurs en cuir comme on a, le top panoramique, etc. Et ça, c'est plutôt bien vu. À titre de comparaison, la Tesla Model Y, c'est à peu près 44 000 € avec 450 km d'autonomie et 46 900 € avec 600 km d'autonomie. Et on voit ici que Ford apporte une proposition plutôt intéressante puisqu'on a
certaines fonctionnalités qu'on n'a pas dans une Tesla, mais avec un prix qui est un petit peu supérieur si on prend en compte toutes les finitions et les options qu'on a par exemple sur notre version d'essai. Et vous devez sûrement vous demander ce que j'en pense par rapport à l'ID4. Personnellement, je préfère cette Ford Explorer en termes de design, mais aussi à l'intérieur avec l'écran vertical que je trouve assez sympa. Et puis le côté un petit peu Ford, la marque américaine, qui personnellement me fait un petit peu plus rêver que Volkswagen, qui est peut-être un peu plus la voiture du peuple. Mais ne nous trompons pas, c'est vraiment la même plateforme. À l'intérieur, il y a quelques spécificités qui sont un peu différentes comme vous l'avez vu, mais globalement c'est la même voiture. Si vous hésitez entre les deux, il n'y a pas d'erreur fondamentale à commettre. Bon, et puis en concurrent, il ne faut pas oublier quand même le Renault Scénic qui joue à peu près dans la même cour avec quelques avantages différents, notamment l'infotainment sous Android Automotive que j'adore, et puis le Volvo EX30. Alors ce sera un petit peu plus dur pour lui puisqu'il est fabriqué en Chine et que désormais il y a des grosses taxes qui arrivent pour l'Europe, donc il sera forcément un peu moins bon en termes de rapport qualité-prix, mais en tout cas ça reste un concurrent sérieux à ce Ford Explorer. Maintenant je vais vous donner mon avis à chaud. Ça fait à peu près un jour qu'on conduit cette voiture. Personnellement j'adore, le design c'est clairement ma came, ce bleu il ressort vraiment très bien, le look il est assez agressif mais pas trop, assez compact mais pas trop non plus. Clairement c'est une belle voiture familiale pour la vie de tous les jours, j'adore. À l'intérieur je suis peut-être un peu plus mitigé puisque j'ai du mal avec le petit combiné d'instrumentation très pratique, mais je trouve il fait un peu cheap, et l'infotainment, ok, il est bien, mais il n'est pas révolutionnaire. Je préfère un Android Automotive largement, ou même ce que fait Tesla par exemple, c'est beaucoup plus propre et beaucoup plus intuitif. Alors par contre, ce que j'adore, c'est le rapport qualité-prix. Je trouve qu'il est vraiment très bien placé, et si vous recherchez une grosse autonomie avec une recharge rapide et une voiture qui passe partout pour tous les jours, franchement le Ford Explorer c'est une bonne solution. Alors en face, il y a Tesla qui nous a récemment sorti le modèle Y, grande autonomie propulsion, à voir s'il sera toujours au catalogue avec le restylage, et si c'est pas le cas, franchement celle-ci avec le Scénic, pour moi c'est deux très bonnes options. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, notamment sur Twitch où on parle tech à peu près tous les jours. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une vidéo encore plus survoltée.